myasthénie est une faiblesse musculaire, mais je précise, c'est qu'elle ne concerne que les muscles striés qui ont une action volontaire. La myasthénie est due à une atteinte de la jonction neuromusculaire. La question qui se pose, c'est quoi une jonction neuromusculaire? Quand on veut faire un mouvement quelconque, une contraction d'un muscle quelconque, le cerveau envoie sa commande sous forme d'un influx nerveux. Cet influx nerveux va passer à travers des nerfs jusqu'aux muscles concernés. Il faut mettre en tête que le nerf est formé de plusieurs fibres nerveuses et le muscle est formé de plusieurs fibres musculaires. Le contact entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire, on l'appelle une jonction neuromusculaire. La jonction neuromusculaire est formée de 3 compartiments. Un compartiment présynaptique, c'est la terminaison nerveuse. Un compartiment postsynaptique, c'est la fibre musculaire. Entre les deux, on a un espace, c'est la fente synaptique. La terminaison nerveuse produit l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur excitateur. Veut dire il va exciter, il va activer la contraction musculaire. Comment? Tout simplement par l'association de l'acétyl-CoA avec la choline par une enzyme qu'on appelle l'acétylcholine transférase. L'acétylcholine va rester stockée au niveau des vésicules dans la terminaison nerveuse. L'arrivée du potentiel d'action à la terminaison nerveuse permet l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants, ce qui permet l'entrée du calcium. L'entrée de calcium active l'excrétion de l'acétylcholine qui est déjà stockée au niveau des vésicules. Après son excrétion au niveau de la fente synaptique, l'acétylcholine s'attache au récepteur de l'acétylcholine trouvé sur le compartiment postsynaptique, veut dire qui est trouvé au niveau de la membrane musculaire. Quand il s'attache, ça va permettre l'ouverture des canaux sodiques, ce qui permet une dépolarisation de la membrane musculaire et donc la contraction musculaire. En fait, c'est ça le but de la jonction neuromusculaire, c'est la contraction musculaire. Après l'explication de la jonction neuromusculaire, je veux juste attirer votre attention pour un détail qui est important dans l'étude des myasthénies, c'est le rôle des muscles. C'est quoi les muscles? Les muscles, ce sont des protéines qu'on trouve sur la fibre musculaire. Ce sont des protéines kinases spécifiques de la fibre musculaire. Kinase veut dire qui active une phosphorylation. En même temps que la libération de l'acétylcholine de la terminaison nerveuse, elle libère aussi une protéine qu'on appelle la grine. Cette protéine active les muscles. Quand les muscles sont activés, ça va activer une cascade de phosphorylation et l'activation de cette cascade de phosphorylation permet une agrégation adéquate des récepteurs de l'acétylcholine. Veut dire, ça permet que chaque molécule d'acétylcholine trouve son récepteur en face d'elle où elle va s'attacher. Ok? Donc, s'il n'y a pas cette cascade de phosphorylation et s'il n'y a pas cette activation des muscles, on n'aura pas cette agrégation et donc l'acétylcholine ne trouve pas son récepteur et donc va pas s'attacher au récepteur et donc on n'aura pas l'effet de l'acétylcholine. Comme je l'ai déjà dit, la myasthénie, elle est due à quoi? Elle est due à une atteinte de la jonction neuromusculaire. Cette atteinte peut concerner le compartiment présynaptique comme peut concerner le compartiment postsynaptique. Donc, dans tous les cas, si ça concerne le compartiment présynaptique ou postsynaptique, dans tous les cas, le résultat c'est quoi? C'est le bloc neuromusculaire. Et donc, on n'a pas de transmission neuromusculaire et donc on n'a pas de contraction musculaire et donc c'est la faiblesse musculaire, c'est ce qu'on appelle la myasthénie. Le bloc présynaptique peut avoir deux origines, soit auto-immune, soit toxique. Auto-immune, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lambert-Eaton. C'est quoi le syndrome de Lambert-Eaton? C'est un syndrome où il y a des anticorps contre les canaux calciques voltage dépendants. Si vous vous rappelez, j'ai dit que quand le potentiel d'action arrive à la terminaison nerveuse, il y aura l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants qui permettent l'entrée du calcium et donc l'entrée de calcium permet la sortie de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique. Veut dire s'il n'y a pas un fonctionnement de ces canaux voltage calcique voltage dépendant, on n'aura pas la sortie de l'acétylcholine et donc c'est le bloc neuromusculaire. Il faut mettre en tête que ce syndrome est associé dans 50% des cas à des cancers,
On appelle le syndrome Lambert-Eaton paranéoplasique parce que tout simplement ces cancers eux-mêmes sont l'origine de ce syndrome parce que les cellules tumorales sécrètent ces auto-anticorps contre les canaux calciques voltage dépendants. Veut dire si on traite le cancer, on traitera le syndrome de Lambert-Eaton. D'un autre côté, dans 15% des cas, c'est associé à des maladies auto-immunes. Et donc, on les traite tout simplement par des molécules qui repriment le système immunitaire, qui repriment la réaction auto-immune, qui sont les immunosuppresseurs. Le bloc présynaptique peut avoir une deuxième origine, c'est l'origine toxique. C'est le cas du botulisme. Le botulisme, c'est quoi? C'est une infection bactérienne par le Clostridium botulinum. Ça survient généralement après l'ingestion des conserves qui sont mal conservées. Donc, après l'ingestion de ces conserves, le Clostridium botulinum va sécréter une toxine qui va passer dans la circulation sanguine vers les terminaisons nerveuses. Cette toxine va bloquer l'excrétion de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique, ce qui entraîne le bloc de la transmission neuromusculaire. Et ce qui entraîne à peu près après 12 heures à 24 heures de l'ingestion de ces conserves, une myasthénie aiguë, avec une paralysie flasque et avec un risque important d'atteinte respiratoire. La myasthénie par bloc postsynaptique peut avoir deux origines, comme la myasthénie présynaptique, soit l'origine auto-immune, c'est la myasthénia gravis, on va la faire tout au long du cours. C'est le sujet qui nous intéresse dans ce cours-là, parce que c'est l'étiologie la plus fréquente, ou une origine toxique, mais cette fois-ci, c'est par le venin du serpent. Donc, la toxine qui est sécrétée par le serpent, elle va s'attacher au récepteur de l'acétylcholine, ce qui bloque la tâche de l'acétylcholine, veut dire que l'acétylcholine ne va pas s'attacher à ces récepteurs qui sont occupés par cette toxine, et donc on n'aura pas l'effet de l'acétylcholine, et donc ce qui crée, comme le cas du botulisme, un tableau myasthénique aigu. L'examen qui nous permet de faire la différence entre un bloc présynaptique et un bloc postsynaptique, c'est l'EMG. L'EMG, c'est quoi? C'est tout simplement un examen où on simule les muscles et on cherche et on apprécie le potentiel qui est produit après cette stimulation. Le cas où il y a un bloc présynaptique veut dire qu'il y a un bloc à la sortie, à la stimulation. On n'a pas de stimulation de la sortie de l'acétylcholine. Et donc, peu d'acétylcholine qui est libérée, et donc peu d'acétylcholine qui est attachée au récepteur, et donc peu de canaux sodiques qui sont ouverts, et donc un potentiel de repos qui est produit est très très bas. Donc, c'est pour cela, dans ce cas, on trouve déjà dès le début un potentiel de repos qui est très très bas. Par contre, quand on fait une stimulation par le stimulus externe, bien sûr, une stimulation de la sortie de l'acétylcholine qui est déjà totalement stockée, donc on aura une sortie importante de l'acétylcholine qui va s'attacher au récepteur de l'acétylcholine et on aura un potentiel évoqué qui est très très important. Parce que tout simplement, le problème c'était dans la stimulation de l'acétylcholine et on a réglé le problème. C'est pour cela on dit qu'en cas de bloc présynaptique, on trouve un incrément important du potentiel d'action après stimulation répétitive, c'est-à-dire une augmentation importante. Par contre, quand il y a un bloc postsynaptique, la libération de l'acétylcholine est normale, mais le problème c'est où? C'est dans la tâche de l'acétylcholine au niveau de ses récepteurs. Veut dire que l'acétylcholine ne trouve pas assez de récepteurs pour s'attacher. Pourquoi? Parce que tout simplement les autres récepteurs sont occupés par les auto-anticorps. Donc il reste peu de récepteurs d'acétylcholine. Donc si on sécrète peu d'acétylcholine avec peu de récepteurs d'acétylcholine, on ne produit jamais le potentiel qu'il faut. Donc c'est pour cela la terminaison nerveuse réagit comment? En sécrétant une grande quantité d'acétylcholine qui est stockée pour permettre la production du potentiel qu'il faut. Au début, oui, elle permet de produire le potentiel d'action qu'il faut. Mais à un point donné, le stock il va être épuisé et donc on n'aura plus la quantité qu'il faut. Et donc on n'aura plus le potentiel qu'il faut. C'est ce qui est expliqué en EMG. Donc en EMG, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce qu'on appelle un décrément du potentiel d'action, du potentiel évoqué après plusieurs stimulations. Comme on voit ici,
regardez, ça c'est la première stimulation, le potentiel est important. Par contre, ça c'est la quatrième ou ça c'est la cinquième stimulation, regardez le potentiel. On dit qu'il y a diminution de plus 8 égale 10% du potentiel évoqué. Pourquoi? Parce que les réserves sont épuisées. La myasthenia gravis, par définition, c'est toute myasthénie qui est d'origine auto-immune avec des auto-anticorps qui entraînent un bloc post-synaptique. C'est ça les deux caractéristiques, c'est qu'elle est auto-immune avec un bloc post-synaptique. Pourquoi c'est le sujet de ce cours? Parce que tout simplement, c'est la maladie la plus fréquente de la jonction neuromusculaire. Mais ça reste quand même rare. Pourquoi on l'appelle gravis? Parce qu'elle est grave. Parce qu'elle peut être grave quand elle touche les muscles respiratoires. C'est ce qu'on appelle la crise myasthénique. Je l'ai déjà dit, la myasthenia gravis n'est qu'une maladie auto-immune où il y a une production d'auto-anticorps qui entraîne un bloc post-synaptique. La question qui se pose, quels sont les types d'auto-anticorps possibles? Dans 90% des cas, ce sont des auto-anticorps contre les récepteurs de l'acétylcholine. Donc tout simplement, l'acétylcholine ne s'attache pas au récepteur parce qu'il est occupé par l'anticorps et donc on aura peu de fibres musculaires qui se contractent et donc on aura une faiblesse musculaire. Dans 10% des cas, par contre, c'est dû à des auto-anticorps anti-muscles. Comme j'ai déjà expliqué, les muscles par une cascade de phosphorylation permettent une bonne agrégation des récepteurs de l'acétylcholine et donc la tâche adéquate de l'acétylcholine avec son récepteur. Par contre, quand il y a des auto-anticorps contre les muscles, on n'aura pas cette agrégation et donc on n'aura pas la tâche entre l'acétylcholine et les récepteurs d'acétylcholine et donc on aura une faiblesse musculaire. Je veux juste rajouter que la myasthénie qui est secondaire à la présence d'auto-anticorps anti-muscles est plus grave à celle qui est secondaire aux auto-anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine par la fréquence importante des signes bubaires et des signes respiratoires. Le mécanisme du myasthenia gravis est connu. Comme j'ai déjà dit, c'est la production d'auto-anticorps qui entraîne un bloc post-synaptique. Mais l'étiologie qui est responsable de la production de ces auto-anticorps est inconnue. On a quand même des hypothèses qui sont été proposées, mais ça reste des hypothèses, veut dire que rien n'est confirmé. Première hypothèse, c'est l'infection virale. Quand une cellule musculaire est infectée par une infection virale, l'ADN de virus il va s'intégrer avec l'ADN musculaire et donc ce qui entraîne un changement de gène responsable de la production des récepteurs de l'acétylcholine. Et donc, il y aura une production par cette cellule des récepteurs d'acétylcholine qui sont altérés, qui sont par rapport à l'organisme des trucs qui sont étrangers. Donc, l'organisme va produire des anticorps entre ces récepteurs. C'est ce qui crée des auto-anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Deuxièmement, c'est la réaction croisée. C'est une réaction croisée entre une bactérie ou un virus et le récepteur de l'acétylcholine. Je m'explique. Quand il y a une infection par un virus ou une bactérie qui présente des protéines qui sont les mêmes qu'on trouve sur un récepteur de l'acétylcholine, quand le corps il va les attaquer par des anticorps, ces anticorps ils vont s'attacher à la fois sur cette particule, ce corps étranger, et aussi sur les récepteurs de l'acétylcholine, parce qu'il y a une ressemblance de structure. La troisième hypothèse, c'est le thymome. Le thymome, c'est une tumeur du thymus qui peut être bénigne, qui peut être maligne, qui peut être bénigne et transforme avec le temps en maligne. Le thymome présente des cellules tumorales qui sécrètent les auto-anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. Et c'est pour cela, souvent, ils ont trouvé que chez les patients qui présentent une myasthénie, présentent aussi un thymome. Mais attention, ce thymome ne sécrète pas des auto-anticorps anti-musc. Et donc, on ne le trouve pas en cas de myasthénie avec des auto-anticorps anti-musc. Exceptionnellement, la myasthenia gravis peut être secondaire à une prise de D-pénicillamine. Ils ont trouvé que quand il y a une prise de D-pénicillamine, après 6 mois, voire quelques années de sa prise, on aura une production d'auto-anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. Mais heureusement,
qu'on n'a pas besoin de traitement et juste l'arrêt du dépénicillamine permet une régression complète dans 6 mois à peu près. La myasthénie gravis, qui est due aux auto-anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine, est plus fréquente chez la femme entre 20 et 30 ans et plus fréquente chez l'homme quand il est plus de 60 ans. Mais en général, elle est plus fréquente chez la femme. Par contre, quand elle est due aux auto-anticorps anti-muscles, elle est toujours plus fréquente chez la femme, quel que soit l'âge. Pour la clinique, je ne vais pas expliquer le syndrome myasthénique parce que je vais faire toute une vidéo sur le syndrome myasthénique et le syndrome myogène, mais par contre, je vais expliquer les formes cliniques. Donc, on a des formes cliniques selon l'âge et des formes cliniques selon l'association. Donc, les formes cliniques selon l'âge, c'est premièrement chez le nouveau-né, c'est la néonatale. C'est une myasthénie avec laquelle le bébé naît. Pourquoi? Parce que tout simplement, la maman était myasthénique. Les auto-anticorps qui sont responsables de la myasthénie chez la maman ont passé par la barrière placentaire et donc vers le bébé, et donc le bébé naît avec ces auto-anticorps. Le bébé est très myasthénique, avec une hypotonie axiale, veut dire du tronc segmentaire des membres, avec un cri qui est épuisé, avec une succion et déglutition qui est difficile, mais heureusement, ces deux anticorps vont disparaître dans 3 mois au maximum et le problème sera réglé. Deuxièmement, la myasthénie juvénile. Juvénile veut dire que ça survient chez l'enfant moins de 15 ans. Pourquoi c'est important? Parce que d'un côté, c'est difficile de la distinguer d'une myasthénie congénitale, vu l'âge jeune, et d'un autre côté, c'est difficile de la traiter. Pourquoi? Parce que à cet âge, c'est l'âge de croissance, donc on évite le maximum de donner des corticoïdes et de donner des immunosuppresseurs. Finalement, troisièmement, c'est la myasthénie tardive. Tardive, c'est celle qui survient chez l'âgé. Donc, pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, souvent, on a une erreur diagnostique. Devant des troubles myasthéniques, on pense surtout à une AVC au lieu de penser à une myasthénie. Selon l'association, la myasthénie peut être oculaire isolée, veut dire qu'elle présente que des signes oculaires purs, peut être associée à une atteinte thymique, thymome bénin ou thymome malin, comme elle peut être associée à une maladie auto-immune, veut dire une maladie avec des auto-anticorps autres que les auto-anticorps qui sont responsables de la myasthénie. Quand on trouve un syndrome myasthénique à la clinique, la première question qui se pose, est-ce que cette myasthénie est d'origine présynaptique ou postsynaptique? Et pour répondre à cette question, on peut faire 2 examens. L'EMG. L'EMG, j'ai expliqué déjà les signes qu'on trouve à l'EMG au début du cours. Deuxièmement, c'est le test pharmacologique. C'est quoi le test pharmacologique? Donc, tout simplement, on donne aux patients par voie IV ou par voie IM des anticholinestérasiques. C'est quoi les anticholinestérasiques? Ce sont des inhibiteurs de la cholinestérase. Et donc, on va inhiber la dégradation immédiate de l'acétylcholine. Et donc, l'effet de l'acétylcholine va être plus persistant. Donc, si le problème est postsynaptique, veut dire il est dû à un bloc de l'action de l'acétylcholine avec son récepteur. Il va se régler en prolongeant l'action de l'acétylcholine. Et donc, on dit que le test pharmacologique est positif. Et les signes myasthéniques vont s'améliorer. Par contre, si le bloc est présynaptique, veut dire que c'est un problème dans la libération de l'acétylcholine. Même si on prolonge la durée de l'action de l'acétylcholine par les anticholinestérases, on n'a pas agi sur la libération de l'acétylcholine. L'acétylcholine n'est pas libérée et donc le problème ne sera pas résolu. Donc les signes myasthéniques ne vont pas être améliorés et on dit que le test pharmacologique est négatif. Après avoir confirmé que la myasthénie est d'origine de bloc postsynaptique, la question qui se pose, est-ce que ce bloc est d'origine auto-immune ou pas? N'oubliez pas que la myasthénie gravis a 2 caractéristiques, c'est qu'elle est auto-immune avec un bloc postsynaptique. Donc, pour confirmer l'origine auto-immune, on dose les auto-anticorps, antirécepteurs d'acétylcholine et anti-musc. Mais il faut faire attention que c'est pas sensible à 100%. Veut dire que si on les trouve négatifs, ça ne veut pas dire que ce n'est pas d'origine auto-immune. Après avoir confirmé que c'est le myasthénie gravis, en confirmant l'origine auto-immune et le bloc postsynaptique, on doit chercher les pathologies associées. Tout simplement en faisant un scanner thoracique en cherchant un thymome et en cherchant les auto-anticorps systémiques.
dès que le diagnostic de la myasthénie gravis est posé, on donne aux malades un traitement symptomatique. C'est quoi ce traitement? C'est des anticholinésterasiques. J'ai déjà expliqué leur mode d'action, mais je réexplique. Quand on donne des anticholinésterasiques, ils vont inhiber la cholinestérase et donc ils vont inhiber la dégradation de l'acétylcholine. Donc ils vont prolonger la durée de l'action de l'acétylcholine et donc on aura une amélioration des signes myasthéniques. Généralement, on donne la pyridostigmine, qui a une durée d'action de 4 heures, donc on la donne 6 fois par jour. Et puis, si les signes myasthéniques ne sont pas assez améliorés, on augmente la dose jusqu'à atteindre la dose maximale. Mais quand même, il faut faire attention. On sait qu'on a deux types de récepteurs d'acétylcholine. On a les récepteurs nicotiniques au niveau de la plaque motrice et on a des récepteurs muscariniques au niveau végétatif. Et comme je l'ai déjà dit au début du cours, la myasthénie, c'est une atteinte des muscles striés, veut dire atteinte de la plaque motrice, veut dire qu'il y a un défaut de travail, de quoi? Des récepteurs nicotiniques. Par contre, les récepteurs muscariniques travaillent le plus normalement possible. Mais, quand on donne des anticholinésterases, les anticholinésterases, ils vont agir à la fois sur les récepteurs nicotiniques et sur les récepteurs muscariniques. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une exagération de l'effet de l'acétylcholine sur les récepteurs muscariniques. Et donc, on aura de l'exagération de l'effet végétatif de l'acétylcholine. On aura comme effet secondaire muscarinique, diarrhée, vomissement, myosis, hypersécrétion, etc. Donc, afin de minimiser ces effets secondaires, de préférence, c'est associer le traitement anticholinéstérasique à l'atropine, qui est un outil antimuscarinique. Si la myasthénie est sévère, on associe au traitement symptomatique le traitement de fond. Le traitement du fond, bien sûr, c'est les immunosuppresseurs et les corticoïdes, qui sont des substances qui répriment l'activité du système immunitaire. Puisque c'est une maladie auto-immune, en réprimant l'activité du système immunitaire, on va réprimer l'activité de la maladie. Après stabilisation de la myasthénie, soit par le traitement symptomatique ou par le traitement symptomatique associé au traitement du fond, on doit faire une thymectomie, veut dire on doit enlever le thymus. C'est fait systématiquement devant toute myasthénie avec des auto-anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine, même s'il n'y a pas de thymome. Parce que c'est prouvé qu'il y a souvent, dans 60 à 80% des cas, une amélioration de la myasthénie après une thymectomie. Mais il faut faire attention, on ne le fait jamais pendant la crise, donc toujours après remission, et on le fait jamais devant une myasthénie avec des auto-anticorps anti-immunes. À la fin, je veux attirer votre attention pour un point qui est très très important. Quand il y a un myasthénique qui est connu et vient en urgence avec une crise, il faut mettre en tête que cette crise peut avoir deux origines. Cette crise peut être une crise myasthénique ou une crise cholinergique. Une crise myasthénique veut dire qu'elle est due à une exagération de la myasthénie et donc à une exagération de la diminution de l'effet de l'acétylcholine. Et donc par conséquent, on aura une faiblesse musculaire qui est très importante, une toux et des complications respiratoires. Par contre, la crise cholinergique, elle est due à un surdosage des anticholinéstérasiques, veut dire à une augmentation, à une exagération de l'effet de l'acétylcholine. Donc on aura, et surtout sur les récepteurs muscariniques, et donc on aura une bradycardie, vomissement, sueur, myosis, des hypersécrétions, etc. Donc, le traitement est totalement différent. Le traitement de la première crise myasthénique se fait soit par l'échange plasmatique, veut dire que le plasma du patient qui est plein d'auto-anticorps, on le remplace par un autre plasma qui est de quelqu'un qui est sain. Voilà, ou on injecte des immunoglobulines qui sont neutralisateurs des auto-anticorps, veut dire des immunoglobulines qui sont anti-anticorps. Mais dans tous les cas, il faut toujours maintenir le traitement de fond parce que ces deux méthodes ont un effet transitoire. Dans le deuxième cas, qui est la crise cholinergique, donc on a une exagération de l'effet muscarinique et donc on donne les antimuscarines tels que l'atropine.